Le vent d'automne soufflait avec une insistance mélancolique sur les toits de Lyon, comme pour rappeler à ses habitants que les beaux jours s'étaient définitivement retirés. Claire Moreau, 34 ans, le sentait jusque dans ses os fatigués. Mère célibataire de 2 enfants, Léo âgé de 8 ans et Manon 6 ans, elle vivait à la périphérie de la ville, dans un petit appartement aux murs fins et à la chaudière capricieuse. Sa vie n'était ni grandiose ni facile, mais elle la menait avec un mélange de courage discret et de tendresse indéfectible. Tous les matins, elle déposait ses enfants à l'école, puis prenait le tramway pour rejoindre l'entrepôt d'une société de transport où elle travaillait depuis 4 ans comme assistante administrative. Ses tâches consistaient en saisie de données, gestion de planning, traitement de bons de livraison et, parfois, préparation de café pour une chef de service peu patiente. Le salaire n'était pas mirobolant, à peine suffisant pour couvrir le loyer, les courses, la cantine scolaire et les chaussures trop vite usées de ses enfants. Pourtant, Claire ne se plaignait jamais. Elle avait cette manière rare de considérer chaque sourire de ses enfants comme un petit triomphe. Chaque fin de mois où elle parvenait à équilibrer ses comptes, même de justesse, était pour elle une victoire silencieuse. L'hiver approchait, et avec lui les factures de chauffage, mais elle avait déjà commencé à économiser pièce par pièce, renonçant à ses propres plaisirs pour que Léo puisse avoir un nouveau manteau, et Manon, un bonnet rose à pompons, comme celui qu'elle avait vu en vitrine. Ce jeudi-là, Claire avait dû rester plus tard au travail. Une erreur dans le système informatique avait causé des retards dans les livraisons, et la chef, toujours à l'affût d'un bouc émissaire, avait pointé Claire du doigt. Elle n'avait pas bronché. Elle savait que protester n'y changerait rien. Elle préférait finir les corrections, s'assurer que tout soit en ordre, puis rentrer chez elle en paix. Lorsque Claire quitta enfin le bureau, la lumière déclinait déjà derrière les immeubles, et le ciel s'alourdissait de nuages sombres. L'air sentait la pluie, cette odeur humide et métallique annonciatrice de tempête. Sur le chemin du retour, elle songeait à ce qu'elle pourrait préparer rapidement pour le dîner. Il restait des œufs, un peu de pain et du fromage râpé. Une omelette, pensa-t-elle, ça ira bien. Léo adorait ça. Elle aurait juste le temps de passer les prendre chez la voisine, qui les gardait après l'école, avant que la pluie ne commence vraiment. Mais à peine avait-elle pris la sortie du périphérique que les premières gouttes s'écrasèrent contre le pare-brise. En quelques minutes, le ciel éclata en un fracas d'eau et de vent. Les essuie-glaces luttaient pour maintenir une visibilité relative et Claire ralentit, concentrée sur la route. La départementale qu'elle empruntait traversait une zone peu fréquentée à cette heure, bordée de champs et de bosquets. C'était un raccourci, plus rapide que de passer par le centre-ville engorgé. Soudain, ses phares illuminèrent une silhouette effondrée sur le bas-côté. Son cœur fit un bond. Elle freina brusquement, regarda dans le rétroviseur, pas de voiture derrière. Elle hésita une seconde, le souffle court puis se gara en urgence. Ouvrant la portière sous les rafales glacées, elle courut vers la forme étendue dans la boue. C'était un homme, inconscient, le visage à moitié couvert de terre et de feuilles détrempées. Il portait une veste coûteuse, désormais gorgée d'eau, et avait une plaie ouverte au niveau du front. Le sang s'était mélangé à la pluie, dessinant des traînées sombres sur sa tempe. Claire ne réfléchit pas. Ses mains tremblaient, mais elle le toucha doucement, essayant de le réveiller. Il ne répondit pas. Elle se pencha, sentit qu'il respirait encore, et avec un effort presque surhumain, le tira lentement jusqu'à sa voiture. Trempée jusqu'aux os, le cœur battant à tout rompre, elle roula vers l'hôpital le plus proche. Les essuie-glaces crissaient, les phares peinaient à fendre le rideau d'eau, et le silence à l'intérieur de l'habitacle était seulement brisé par la respiration irrégulière du blessé. Elle jetait des coups d'œil anxieux vers lui, espérant qu'il ne perde pas connaissance complètement. Elle ne savait rien de lui, ni son nom, ni d'où il venait, ni ce qu'il faisait là, seul sous la tempête. Arrivée aux urgences, elle alerta les infirmiers qui accoururent aussitôt. On la remercia brièvement, lui demanda son nom et la pria d'attendre dans le couloir. Elle regarda l'heure. Il était presque 21 heures. Elle était en retard, terriblement en retard. Elle n'avait pas prévenu la voisine. Les enfants devaient s'inquiéter. Mais elle resta là quelques minutes encore, le regard perdu sur la porte des soins intensifs où l'homme venait d'être emporté. Puis, silencieusement, elle repartit sous la pluie, sans imaginer une seule seconde que ce geste allait bouleverser sa vie entière. Le ciel de Lyon semblait vouloir s'effondrer cette nuit-là. Les nuages déversaient une pluie dense, ininterrompue,
comme si le ciel lui-même s'était fissuré au-dessus de la ville. Claire Moreau, trempée jusqu'aux os, gardait les mains crispées sur le volant de sa vieille Renault Clio. Elle roulait lentement, les pneus dérapant par moments sur l'asphalte détrempé, l'esprit encore secoué par la scène qu'elle venait de vivre. À côté d'elle, sur le siège passager, le corps inerte de l'homme qu'elle venait de secourir tremblait légèrement. Son visage pâle était strié de sang séché et d'eau, les yeux clos, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Claire n'avait pas eu le temps de penser. Elle l'avait vu étendu là, comme abandonnée par le monde, et une seule idée lui avait traversé l'esprit: l'aider. Pas une seconde elle n'avait réfléchi aux conséquences. Ce n'était pas une question d'héroïsme, encore moins un instinct irréfléchi. C'était une réponse simple, presque mécanique, à une détresse humaine. Elle ne savait rien de cet homme. Il aurait pu être dangereux, il aurait pu être une mise en scène, mais aucune de ses pensées ne l'avait effleuré. Seule importait la vie qu'elle tenait peut-être entre ses mains. L'hôpital le plus proche se trouvait à 15 minutes de route, mais dans cet orage, cela semblait une éternité. Chaque feu rouge, chaque détour imposé par des branches tombées ou des flaques devenues torrents, ajoutait à son stress. Elle jeta un coup d'œil vers l'inconnu. Sa respiration semblait stable, bien qu'irrégulière. Son front portait une entaille profonde, comme s'il avait heurté violemment un objet métallique. Son costume, ou ce qu'il en restait, témoignait d'une élégance passée. La matière était fine, italienne, probablement faite sur mesure. Rien à voir avec les vêtements des ouvriers ou des sans-abri qu'on croisait parfois dans les quartiers périphériques. Cet homme venait d'un autre monde. Enfin, les lumières de l'hôpital Saint-Laurent percèrent la pénombre. Claire s'engagea dans l'entrée des urgences, klaxonnant brièvement pour attirer l'attention. 2 infirmiers et un brancardier sortirent immédiatement. Elle sauta hors de la voiture, courant vers eux. Il était au sol, sur la route. Il a une blessure à la tête. Il ne répondait pas. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Les soignants n'attendirent pas davantage. Ils ouvrirent la portière, évaluèrent rapidement l'état du patient, puis le hissèrent précautionneusement sur le brancard. En quelques secondes, ils avaient disparu à l'intérieur. Claire resta figée un moment sous la pluie, sa veste collée à sa peau, les cheveux ruisselants sur son visage. Puis, comme tirée de sa stupeur par une vague de froid, elle s'ébroua et entra à son tour, demandant timidement à la réception si elle devait remplir quelque chose. Une infirmière, concentrée, lui tendit une fiche. « Si vous avez assisté à la scène, il faudrait remplir ça. Et si vous pouvez, restez un moment, au cas où le médecin aurait besoin de précision. » Claire s'assit sur un banc inconfortable, griffonnant son nom, son adresse, et ce qu'elle savait bien peu en réalité. L'homme n'avait pas de papier visible. Elle ne l'avait jamais vu auparavant. Juste cette silhouette abandonnée sous la pluie battante et l'évidence brutale de son état. 1 heure passa, puis 2. Elle finit par envoyer un message à sa voisine, s'excusant de ne pas être encore rentrée. La réponse arriva peu après. « Ne t'inquiète pas, les petits sont couchés. Repose-toi si tu peux. » Claire sourit faiblement. Une chance que Madame Cazeneuve soit là, toujours prête à aider. Vers minuit, un médecin s'approcha d'elle, un homme au visage épuisé mais bienveillant. « Madame Moreau, vous êtes bien la personne qui a amené le patient ce soir ?» Elle hocha la tête. « Il est stable pour l'instant. Une commotion cérébrale, quelques côtes fêlées et une hypothermie légère. Il aura besoin de rester en observation plusieurs jours. Heureusement que vous l'avez trouvé à temps. » Claire baissa les yeux, soulagée mais soudainement épuisée. Est-ce qu'il a dit quelque chose? A-t-il repris connaissance? À peine. Il était confus. Il a murmuré quelques mots, mais rien de clair. Il ne portait aucun papier d'identité. Nous avons fouillé ses vêtements. Rien. Pas même un téléphone. Il a probablement été agressé ou dévalisé. C'est difficile à dire pour le moment. « Est-ce que je peux le voir ?» demanda Claire, un peu hésitante. Le médecin la dévisagea un instant, jaugeant sa sincérité. « Ce n'est pas habituel, mais étant donné les circonstances. Venez. » Ils traversèrent un couloir silencieux. Le tonnerre grondait encore au loin, mais la pluie semblait s'être calmée. Claire entra dans une chambre aux lumières tamisées. L'homme était là, allongé, branché à un moniteur cardiaque, le visage désormais nettoyé, bandé au niveau du front. Sans la boue et le sang, il paraissait plus jeune, moins sauvage. Il avait des traits réguliers, une barbe de 3 jours, et cette allure qu'ont ceux qui vivent dans l'abondance sans jamais en parler. Claire le fixa un moment, puis, sans bruit, fit demi-tour.
Elle ne savait pas ce qu'elle espérait. Ce n'était pas son affaire, pas vraiment. Et pourtant, elle ne parvenait pas à détacher ses pensées de lui. De retour chez elle, il était presque 1h30 du matin. Les enfants dormaient profondément. La lumière du couloir laissait allumée comme toujours. Claire se déshabilla lentement, pendit ses vêtements encore humides, puis s'assit sur le lit, les bras autour des genoux. Elle pensait à cet inconnu, à cette nuit d'orage, à ce choix spontané qui l'avait conduite à ignorer ses propres urgences. Elle se leva, vérifia que ses enfants étaient bien couverts, puis s'allongea enfin les paupières lourdes. Le lendemain, malgré la fatigue, elle se leva comme à son habitude, prépara le petit déjeuner, accompagna Léo et Manon à l'école. Elle n'avait pas eu le temps d'informer son travail qu'elle avait manqué le dernier quart de sa journée. Elle espérait pouvoir s'expliquer, raconter ce qui s'était passé. Après tout, elle n'avait pas abandonné son poste par caprice. Elle avait aidé un homme à survivre. Mais au fond d'elle, elle savait déjà que les justifications n'avaient que peu de poids dans l'univers rigide de son entreprise. Et elle ne se trompait pas. Ce matin-là, une tempête bien différente l'attendait derrière les portes de son bureau. Le ciel de novembre, encore chargé de nuages bas, semblait refléter l'humeur de Claire alors qu'elle se dirigeait d'un pas rapide vers l'entrée principale de l'entrepôt logistique où elle travaillait depuis plusieurs années. Ses cheveux encore humides de la douche matinale collaient à sa nuque, et son manteau, mal boutonné dans la précipitation, battait contre ses hanches à chaque pas. Elle avait laissé Léo et Manon à l'école quelques minutes plus tôt, jetant un regard inquiet à l'horloge accrochée au mur de la salle de classe. Elle savait qu'elle arriverait en retard, mais pensait encore pouvoir compter sur un brin de compréhension de la part de sa supérieure. Après tout, ce n'était pas une absence injustifiée, elle avait sauvé une vie. En franchissant les portiques de sécurité, elle sentit immédiatement que quelque chose clochait. Les regards de ses collègues, d'habitude indifférents ou furtivement amicaux, se détournèrent à son passage. Un silence palpable s'installa dans l'open space lorsqu'elle rejoignit son bureau. À peine avait-elle posé son sac qu'un message s'afficha sur son écran d'ordinateur. « Veuillez vous présenter immédiatement au bureau de la direction. H.R. » Le cœur battant un peu plus vite, elle se leva et traversa le couloir. L'ambiance générale du lieu semblait s'être figée. Elle frappa doucement à la porte vitrée du bureau, où trônait la plaque anodine, responsable des ressources humaines, puis entra lorsque la voix sèche de sa supérieure, Madame Brisset, l'invita à le faire. Cette dernière, une femme d'une 50aine d'années aux lunettes strictes et à l'expression froide, l'attendait derrière son bureau, les mains croisées devant elle comme un juge prêt à prononcer une sentence. « Claire Moreau, vous avez été absente hier en fin de journée sans prévenir, » commença-t-elle d'un ton glacial. « C'est une faute grave. » Claire sentit sa gorge se nouer. « Je suis désolée, j'ai dû conduire un homme gravement blessé à l'hôpital. Il était inconscient, en pleine tempête, allongé sur le bord de la route. Je n'ai pas eu le temps d'appeler. Tout s'est passé très vite. » Madame Brisset ne cligna même pas des yeux. Aucune justification n'excuse un abandon de poste. « Nous avons des règles ici, mademoiselle Moreau. Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste jusqu'à la fin de votre horaire contractuel. Vous avez mis en péril l'organisation du service en pleine crise logistique. » Claire sentit le sang quitter son visage. « Mais j'ai sauvé quelqu'un. Ce n'était pas une absence volontaire, il aurait pu mourir. Et notre entreprise aurait pu perdre des contrats importants. Ce n'est pas votre rôle de jouer les secouristes. Vous êtes ici pour travailler, pas pour improviser des sauvetages en pleine tempête. » La sentence tomba alors, tranchante. « Votre contrat est résilié avec effet immédiat. Vous recevrez les documents nécessaires d'ici la fin de la semaine. Merci de récupérer vos affaires et de libérer votre bureau. » Claire resta un instant figée, incapable de formuler une pensée cohérente. C'était comme si on lui avait donné une gifle en plein visage, sans raison. Elle avait toujours été ponctuelle, consciencieuse, disponible même quand cela empiétait sur sa vie de mère. Elle n'avait jamais compté ses heures, avait accepté les remarques, les humeurs de la direction, la surcharge de travail. Tout cela pourquoi? Pour être jetée dehors en une phrase, comme un déchet devenu inutile. Elle sortit sans un mot. Dans l'ascenseur, ses mains tremblaient légèrement. En passant devant les bureaux, elle sentit à nouveau les regards, cette fois mélangés de pitié et de gêne. Personne n'osa la saluer. Elle récupéra rapidement ses effets personnels, un mug ébréché offert par ses enfants, un petit cadre photo de Léo et Manon, un carnet de notes usé, et quitta les lieux.
Dehors, l'air froid la frappa au visage. Elle s'arrêta un instant sur le trottoir, laissant le sac contenant ses maigres affaires pendre à son bras. Elle ne pleurait pas. Elle n'en avait même pas la force. C'était une colère sourde qui montait en elle, mêlée à une tristesse profonde. Elle pensa immédiatement aux enfants, au frigo presque vide, au loyer à payer dans quelques jours. L'idée de se retrouver sans ressources la paralysait plus que la perte de son poste. En rentrant chez elle, elle appela Pôle emploi, tenta d'anticiper les démarches, mais la voix mécanique au bout du fil lui rappela les délais administratifs. Les aides ne viendraient-y pas avant plusieurs semaines. Elle se souvenait de cette même attente après la naissance de Manon, lorsqu'elle avait dû se battre pour obtenir quelques allocations. Elle connaissait les rouages, les lenteurs, les dossiers qu'on perdait, les justificatifs qu'on exigeait encore et encore. L'après-midi, elle alla chercher ses enfants à l'école comme si de rien n'était. Elle leur sourit, parla de leur journée, les écouta raconter leurs aventures. Elle n'avait pas encore le courage de leur dire qu'elle avait perdu son travail. Ils étaient trop jeunes pour comprendre les subtilités du monde adulte, mais pas assez pour ignorer la tension dans une voix, l'absence prolongée de certains aliments à table, ou les disputes étouffées au téléphone. Le soir venu, Claire resta longtemps assise à la table de la cuisine, devant une feuille blanche. Elle fit des calculs, griffonna des idées. Elle pensa à vendre des gâteaux faits maison, comme elle l'avait fait ponctuellement pour les anniversaires scolaires. Peut-être que cela pouvait aider, au moins temporairement. Elle pensa aussi à l'homme qu'elle avait sauvé. Était-il toujours hospitalisé? Avait-il repris connaissance? Se souvenait-il d'elle? Avait-il de la famille? Quelqu'un pour l'attendre? Elle chassa ses pensées d'un revers de main. Cela ne servait à rien. Elle avait fait ce qui lui semblait juste. Elle l'aurait refait, même en sachant que cela lui coûterait son emploi. C'est cette certitude silencieuse, ce sentiment de ne pas avoir trahi ce en quoi elle croyait, qui la fit tenir. Même au cœur de l'injustice, même dans la solitude et l'angoisse, quelque chose en elle restait debout. Elle n'était pas naïve. Elle savait que le monde ne récompensait pas toujours les bonnes actions. Mais elle refusait de croire que la bonté soit un fardeau, que la compassion soit une faute. Quand elle se coucha ce soir-là, les muscles douloureux, les pensées embrouillées, elle ne s'endormit pas tout de suite. Elle fixa le plafond de sa chambre, écoutant la respiration paisible de ses enfants dans la pièce voisine. Puis, dans un souffle presque imperceptible, elle se murmura à elle-même « Je trouverai un moyen ». Le lendemain matin, Claire se réveilla avant l'aube, le ventre noué, les pensées agitées par les obligations qui s'étaient soudainement empilées dans son esprit. L'absence d'un emploi, plus qu'une perte de revenus, représentait un déséquilibre total dans l'organisation déjà précaire de son existence. Les enfants devaient continuer à aller à l'école, les repas devaient être préparés, les factures réglées, les habits lavés, les cahiers signés. Rien de tout cela n'attendait que la vie se stabilise. Tout exigeait sa part, chaque jour. Elle prépara le petit déjeuner en silence, surveilla les minutes pendant que le pain grillait, aida Manon à boutonner son manteau, puis accompagna les deux enfants à l'école avec un sourire qu'elle avait appris à dessiner même quand l'intérieur d'elle-même s'effritait. Sur le chemin du retour, elle entra dans la boulangerie du quartier et acheta une baguette avec les quelques pièces restantes dans sa poche. Elle échangea quelques mots avec la boulangère, fit semblant que tout allait bien, puis rentra chez elle, la baguette sous le bras, en sentant le poids invisible de son avenir incertain l'écraser un peu plus à chaque pas. Une fois la porte refermée derrière elle, le silence de l'appartement lui rappela brutalement son nouveau statut, sans emploi, sans protection, sans filet. Elle s'assit à la table de la cuisine, prit un vieux cahier et traça une ligne au milieu d'une page. À gauche, les dépenses fixes, loyer, électricité, eau, cantine scolaire, transport. À droite, les revenus prévisibles, aide sociale à venir, économie restante, éventuelle vente. Le déséquilibre était immédiat, brutal. Elle avait au maximum 3 semaines avant que les dettes ne s'accumulent. Elle se rappela alors des compliments reçus pour ses pâtisseries maison lors des kermesses de l'école. Les autres parents lui avaient souvent demandé ses recettes de madeleine au citron, de fondant au chocolat, de sablé à la cannelle. Elle avait toujours minimisé cela comme une simple passion. Mais aujourd'hui, cette passion pouvait devenir une nécessité. Elle chercha une boîte en carton au fond de son placard, nettoya ses anciens moules, testa les ingrédients qu'elle avait encore. Il restait de la farine, du sucre, des œufs, un peu de beurre. Elle pouvait faire au moins 2 fournées.
Elle travailla toute la journée, concentrée, minutieuse. L'odeur du four remplit l'appartement d'une chaleur presque réconfortante. Lorsqu'elle ouvrit la porte pour laisser refroidir les premiers biscuits, elle sentit un espoir timide renaître. Elle prit des photos simples avec son vieux téléphone, créa une publication sur les réseaux sociaux et proposa des sachets de biscuits faits maison, en livraison ou retrait chez elle. Le prix était modeste, mais elle savait que l'important, pour l'instant, était de relancer une dynamique. Dans l'heure qui suivit, quelques amis répondirent avec enthousiasme. Des anciennes collègues, des mères de l'école, même une voisine, lui envoya un message pour commander 2 paquets. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Claire passa la fin de l'après-midi à préparer les commandes. Le soir, après avoir couché les enfants, elle mit soigneusement chaque sachet dans une boîte avec des étiquettes écrites à la main. Le lendemain, elle ferait les premières livraisons à pied avec un grand cabas en toile. Pendant les jours qui suivirent, elle enchaîna les fournées. La fatigue physique remplaçait celle du bureau, mais elle était différente, moins aliénante. Elle se sentait utile, active. Pourtant, malgré les premières ventes, elle savait que cela ne suffirait pas. Le revenu restait irrégulier, limité. Elle dut puiser dans ses dernières économies pour racheter des ingrédients. Certains clients promettaient de commander la semaine prochaine. D'autres oubliaient. Elle se battait contre le vent, mais elle refusait de s'arrêter. C'est dans ce contexte, un après-midi alors qu'elle rentrait d'une livraison, qu'elle trouva un message vocal sur son téléphone. Une voix de femme, professionnelle, posée. « Bonjour Madame Moreau. Ici l'hôpital Saint-Laurent. Nous vous appelons au sujet du patient que vous avez accompagné il y a quelques jours. Nous aurions besoin que vous veniez signer certains documents administratifs en lien avec son admission. Merci de nous rappeler dès que possible. » Claire écouta 2 fois le message, surprise. Elle pensait que toute cette histoire était désormais derrière elle. Elle rappela immédiatement le numéro, fixa un rendez-vous pour le lendemain matin et passa la soirée à se demander pourquoi on la contactait maintenant. L'homme allait-il mieux? Allait-il lui parler? Avait-il une famille? Peut-être avait-il laissé un mot? Elle tenta de ne pas nourrir d'attente. Elle savait que dans la vie réelle, les choses ne prenaient pas de tournure cinématographique. Pourtant, la curiosité persistait. Le matin venu, elle se présenta à l'accueil de l'hôpital. Le hall sentait le désinfectant et le café tiède. On lui demanda d'attendre dans une petite salle attenante. Au mur, des affiches sur la prévention du diabète et les dons de sang. Une infirmière entra quelques minutes plus tard, un dossier à la main. « Bonjour Madame Moreau, merci d'être venue. Nous avons identifié le patient grâce à une trace bancaire, mais il n'avait encore signé aucun document à son admission. Il a repris conscience brièvement hier. Mais il reste encore sous sédation. Il vous a désigné comme personne de contact temporaire. Il a dit simplement « la dame qui m'a sauvé ». Cela ne vous engage à rien juridiquement. Mais il a insisté pour que vous receviez ceci. Elle sortit de sa poche un petit enveloppe blanche, épaisse, cachetée. Il l'a laissé à votre attention, avant d'être endormi à nouveau pour des examens. Claire prit l'enveloppe, le cœur battant légèrement plus vite. Elle remercia l'infirmière, sortit de l'hôpital, puis marcha quelques minutes avant de s'arrêter sur un banc dans un square tranquille. Elle ouvrit doucement le pli. À l'intérieur, un papier à lettres luxueux, au grain épais, et une phrase écrite à l'encre noire, dans une écriture nette et élégante. « Merci de ne pas m'avoir laissé mourir. V. » Aucune signature complète, aucune autre explication, juste une initiale. Claire relut la phrase plusieurs fois. Quelque chose dans la forme, dans le choix du papier, dans l'élégance retenue du message, la troubla. Cet homme n'était pas un inconnu ordinaire. Qui écrivait de cette manière? Qui laissait un message sur un papier aussi raffiné, même dans un état semi-conscient? Elle sentit l'enveloppe entre ses doigts. Pas de logo, pas d'adresse, rien de plus. Sur le chemin du retour, elle se força à se concentrer sur ses commandes du jour. Mais son esprit retournait sans cesse à cette lettre, à ce V mystérieux, à ce visage qu'elle n'avait vu qu'entre boue et lumière d'hôpital. Il y avait là une énigme qu'elle n'avait ni cherchée ni souhaitée, mais qui désormais s'était imposée à son quotidien déjà instable. Pendant plusieurs jours, Claire conserva cette enveloppe blanche dans une petite boîte en métal, rangée dans le tiroir de sa commode, là où elle gardait aussi les dessins de Léo, les premières lettres maladroites de Manon, et quelques souvenirs qui lui servaient à ne pas oublier qui elle était en dehors de ses responsabilités quotidiennes. Le billet, court mais troublant, restait présent dans son esprit comme une page non tournée.
Elle n'en parlait à personne, pas même à sa voisine qui pourtant partageait souvent ses repas et ses soucis. L'initiale V ne quittait pas ses pensées, répétée comme une énigme discrète à laquelle elle n'avait aucune clé. Les jours passaient, et Claire, malgré sa fatigue croissante, poursuivait ses efforts pour faire vivre sa petite entreprise de pâtisserie maison. Elle préparait des biscuits chaque matin, répondait aux commandes l'après-midi, marchait dans les rues de Lyon avec son grand sac en toile, livrant à des adresses de plus en plus variées. Elle rencontra des clients souriants, des curieux, des gens pressés ou gentils, mais surtout elle voyait grandir son carnet de contacts et sentir, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle reprenait un certain contrôle sur sa vie. Ce n'était pas stable, pas encore suffisant, mais cela offrait une direction. Un mercredi, alors qu'elle s'était arrêtée dans un petit café de quartier pour se réchauffer après une tournée pluvieuse, elle feuilleta une revue économique laissée sur la table. C'était un magazine spécialisé dans les entreprises françaises, les grandes figures du capital privé, les fusions d'entreprises, un monde éloigné du sien. Elle s'apprêtait à le reposer lorsqu'une photo attira son attention. Un homme au regard franc, bien coiffé, posant devant un bâtiment moderne. Ce visage, pourtant plus soigné que dans ses souvenirs boueux, fit naître en elle un frisson. Elle approcha la revue, lut le nom en légende, Vincent Delaunay, actionnaire majoritaire discret de Translyon Logistique. Elle relut plusieurs fois. Translyon Logistique, son ancien employeur. Le cœur battant, elle retourna quelques pages en arrière. Un article entier lui était consacré. On y parlait de sa discrétion, de sa fortune bâtie dans l'ombre, de sa réputation mystérieuse. Il n'aimait pas les projecteurs, disait-on. Il apparaissait rarement en public, préférait les opérations en coulisses, et personne ne savait vraiment où il résidait, ni quelles étaient ses intentions pour l'avenir de l'entreprise. Claire sentit sa gorge se serrer. C'était lui, l'homme qu'elle avait ramassé dans la tempête, celui qu'elle avait vu inconscient, le visage en sang. Le même homme qui avait signé le billet avec un simple V. Elle se leva brusquement, le magazine toujours à la main avant de se raviser. Elle le reposa, regagna sa table et termina son café, sans un mot. À l'intérieur, pourtant, tout se bousculait. Elle comprenait mieux maintenant certains détails. La qualité de sa veste, la coupe de ses chaussures, l'absence de papier, tout cela prenait un autre sens. Mais alors, que faisait-il seul, blessé, sans protection, dans une rue déserte par une nuit d'orage? Pourquoi n'avait-il pas appelé à l'aide? Pourquoi avait-il choisi de ne pas se faire connaître à l'hôpital? Et surtout, pourquoi avait-il écrit ce message pour elle, sans chercher à reprendre contact? De retour chez elle, elle sortit l'enveloppe de la boîte métallique, relut encore une fois le billet. Chaque trait de l'écriture semblait désormais chargé d'intention. Ce n'était pas une simple gratitude. C'était un aveu discret, presque solennel. Et pourtant rien d'autre. Pas de numéro de téléphone, pas d'adresse. Il aurait pu lui envoyer une carte officielle ou la faire appeler par un assistant. Mais il avait choisi une enveloppe simple, un mot manuscrit. Un geste qui semblait personnel mais détaché. Le lendemain, alors qu'elle préparait une commande pour une boutique bio du 6e arrondissement, elle reçut une nouvelle demande via les réseaux sociaux. Le message était bref. Commande spéciale pour vendredi matin, livraison à une adresse dans les Monts d'Or. Paiement en espèces. Produit sans gluten si possible. Merci de confirmer rapidement. L'adresse était dans une zone résidentielle luxueuse, à une vingtaine de kilomètres de Lyon. D'habitude, Claire refusait les livraisons aussi éloignées, mais le ton du message était poli, précis, et le montant proposé bien au-dessus de la moyenne. Elle accepta. Elle prépara la commande avec soin. Madeleine sans gluten, financiers au sarrasin, petits sablés au maïs. Elle prit le tram, puis un bus, puis termina à pied, suivant l'adresse indiquée. Le portail de la propriété était grand, en fer forgé noir, avec une sonnette discrète. Elle appuya. Quelques secondes plus tard, le portail s'ouvrit lentement, sans un mot. Elle entra. Le chemin qui menait à la maison principale était bordé de haies taillées au millimètre. Une voiture noire était garée sur le côté et la façade blanche de la maison se découpait nettement sous le ciel pâle du matin. Claire monta les marches, la boîte de pâtisserie dans les mains. Avant même qu'elle ne sonne, la porte s'ouvrit. C'était lui. Aucun doute possible. Il n'était plus recouvert de boue, ni affaibli sur un lit d'hôpital. Il se tenait droit, vêtu d'un pull sombre et d'un pantalon beige,
les traits tirés mais l'allure toujours marquée d'une certaine élégance naturelle. Lorsqu'il la vit, il esquissa un léger sourire. Claire, elle, resta immobile, figée. « C'est vous, dit-il calmement. Je vous ai reconnu tout de suite. » Elle ne répondit pas. Son souffle s'était suspendu. « Entrez, je vous en prie. Ce serait un honneur de vous offrir un café. » Elle secoua la tête. « Je ne fais que livrer la commande. C'est tout. » Mais il ne bougeait pas, il ne la suppliait pas, ne tentait pas de l'impressionner. Il attendait, simplement. « Vous m'avez sauvé la vie. Je crois que vous pouvez accepter une tasse de café sans que cela vous engage à quoi que ce soit. » Elle hésita encore, puis, sans trop savoir pourquoi, elle franchit le seuil de la porte. Le silence à l'intérieur de la maison contrastait avec le bourdonnement confus dans la tête de Claire. Elle venait d'entrer dans un monde qui, en apparence, ne lui appartenait pas. Le hall était vaste mais sans ostentation, décoré avec un goût sobre et élégant. Les murs étaient ornés de photographies en noir et blanc, des paysages urbains et maritimes, probablement pris par un photographe professionnel. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle du bois ciré et de livres anciens. Vincent Delaunay referma la porte derrière elle, doucement, sans un mot. Claire ne savait pas si elle devait s'asseoir ou se tenir debout. Elle resta figée, ses mains serrant encore la boîte de pâtisserie. Vincent prit l'initiative. « Laissez-moi prendre cela, dit-il en montrant la boîte. Je vous la rends après le café, promis. » Elle lui tendit sans répondre. Il l'invita à le suivre dans une pièce adjacente, un salon spacieux aux larges fenêtres donnant sur un jardin soigné. Sur une table basse, 2 tasses attendaient déjà. Il y avait même une assiette vide, comme s'il avait anticipé qu'elle accepterait. Cela la mit un peu mal à l'aise. « Je vous dois plus que des remerciements, Claire. Puis-je vous appeler Claire ?» Elle hocha simplement la tête. « Je m'appelle Vincent Delaunay. Vous l'avez peut-être découvert, ou peut-être pas. Je n'en ai pas parlé à l'hôpital, mais j'ai appris qu'il vous avait contacté. C'est moi qui ai insisté pour qu'il le fasse. J'ai vu un article, dit-elle finalement. Une revue dans un café. » Il sourit légèrement. « Alors, le mystère est partiellement levé. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne devais pas être là cette nuit-là. Pas seul, pas à cette heure, et encore moins dans cet état. Je ne peux pas entrer dans tous les détails. Mais ce que vous avez vu, ce n'était pas un accident banal. » Elle croisa les bras instinctivement. Quelque chose dans son ton éveillait sa méfiance. « J'ai pensé que vous aviez été agressé. Ce n'est pas complètement faux. Disons que j'étais au mauvais endroit à un très mauvais moment et que j'ai payé le prix de certaines décisions prises en interne. » Claire fronça les sourcils. « Des décisions? Vous parlez de votre entreprise ?» Vincent prit une gorgée de café avant de répondre comme s'il pesait ses mots. « Oui, l'entreprise où vous travailliez. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que j'en suis l'un des principaux actionnaires. Mais j'opère depuis des années dans l'ombre. Je ne participe pas aux réunions, je n'apparais pas dans les locaux. J'ai toujours pensé que la distance m'offrait une certaine sécurité. Je me suis trompé. » Claire ne bougea pas, mais elle sentait une tension nouvelle monter en elle. « Et que faisiez-vous à Lyon ce soir-là, dans une rue déserte ?»« Je m'étais déplacé discrètement pour rencontrer un contact, un ancien associé de confiance, qui m'avait informé qu'un groupe interne organisait quelque chose contre moi. Une sorte de coup d'éviction. Ce genre de manœuvre est légalement risqué, mais il comptait sur mon absence prolongée pour faire passer certaines décisions. J'ai décidé de venir moi-même. J'ai été intercepté avant la rencontre. J'ignore encore par qui exactement, mais je sais que ce n'était pas une simple agression au hasard. » Claire resta silencieuse un moment. Elle repensait à sa propre situation, à sa mise à pied brutale, à l'absence de dialogue, à la manière dont sa superviseure, Madame Brisset, l'avait traitée comme si elle n'était rien d'autre qu'un pion facilement sacrifiable. Une connexion commençait à se dessiner dans son esprit, mais elle n'osait pas encore y croire. Pourquoi m'avoir laissé hors de tout ça, alors? Pourquoi juste une lettre? Vincent la regarda plus longtemps cette fois, comme s'il cherchait à déchiffrer son visage. « Parce que je ne savais pas si je pouvais vous impliquer davantage. Vous m'avez sauvé la vie, Claire. Sans vous, je serais probablement mort de froid ou d'hémorragie sur cette route. Mais ce que je vis en ce moment n'est pas sans danger. J'ai appris à me méfier. Je ne voulais pas vous exposer sans votre accord. » Elle haussa un sourcil. « Pourtant, vous m'avez retrouvé, et vous m'avez fait venir ici, même si ce n'était que pour une commande. Je voulais vous remercier, et peut-être vous proposer quelque chose. » Claire sentit son corps se raidir. Une offre? Une demande plutôt, temporaire, limitée dans le temps.
Je cherche quelqu'un de confiance pour m'aider à remettre un peu d'ordre dans certains dossiers. J'ai été trahi de l'intérieur. Les personnes en qui je croyais ne sont plus fiables. J'ai besoin d'un regard extérieur, d'une personne sans lien avec cette structure toxique. Une personne discrète, intelligente et capable d'agir avec calme. Votre ancien poste vous donnait une vue d'ensemble précieuse, même si, de toute évidence, on ne vous l'a jamais reconnu. Claire le fixa, incrédule. Vous me proposez un emploi? Je vous propose un contrat temporaire, rémunéré évidemment, avec la possibilité de mettre fin à tout si vous sentez que cela vous dépasse. Pas dans l'entreprise en tant que telle, mais ici, avec moi. Vous m'aiderez à organiser certaines informations, à établir des correspondances, à vérifier des données internes. Rien d'illégal. Mais je préfère que tout se fasse loin du siège. Pour l'instant, je ne sais pas encore à qui je peux faire confiance là-bas. Elle se leva, fit quelques pas vers la fenêtre, tourna le dos à la pièce. L'idée d'un revenu stable, même temporaire, lui nouait la gorge. Elle pensait à ses enfants, à ses dettes, mais elle pensait aussi à la violence de sa mise à l'écart, à l'humiliation de sa dernière entrevue avec Brisset, à l'indifférence de ses anciens collègues. Elle revit le couloir du bureau, les regards fuyants, et elle se retourna. « Je ne suis pas une espionne, monsieur Delaunay. Je suis une mère célibataire avec 2 enfants et un loyer en retard. C'est justement pour cela que je vous fais cette proposition, Claire, parce que vous savez ce que c'est que de tenir malgré tout. » Elle le regarda longtemps. Puis, sans rien promettre, elle murmura simplement « Je vais y réfléchir ». Le lendemain de leur échange, Claire passa une nuit troublée, son sommeil découpé par des pensées en désordre. Le visage de Vincent, ses paroles, la proposition inattendue, tout cela tournait en boucle dans son esprit déjà saturé par les soucis quotidiens. Elle se leva avant l'aube, les yeux cernés, et prépara le petit déjeuner des enfants avec des gestes automatiques. Léo avait un exposé à présenter ce jour-là. Manon devait emporter des gâteaux pour une collation partagée avec sa classe. Claire réussit à sourire, à les écouter, à faire semblant. Mais intérieurement, tout vacillait. Après les avoir déposés à l'école, elle prit une longue marche à travers le parc de la Tête d'Or. Il faisait froid. Les bancs étaient encore humides de la rosée. Les arbres dénudés dessinaient des silhouettes nettes contre le ciel gris. Elle n'avait pas encore donné sa réponse à Vincent. Il n'avait pas insisté, pas rappelé. Il avait simplement dit « Je vous laisse le temps qu'il vous faut ». C'était un luxe qu'elle ne pouvait pas vraiment se permettre. Au fond d'elle, elle savait déjà qu'elle dirait oui, pas par opportunisme ni par curiosité, mais parce que la situation l'exigeait, parce qu'elle avait besoin de travailler, de payer ses factures, de sortir de cette précarité qui la menaçait chaque jour un peu plus. Mais aussi parce que cette injustice qu'elle avait subie, cette mise à l'écart brutale et injustifiée, méritait une réponse. Elle n'était pas une combattante par nature, mais elle ne supportait pas l'idée d'avoir été utilisée, trahie, effacée comme une erreur sans conséquence. Elle attendit encore 2 jours avant de recontacter Vincent. Elle lui écrivit un message simple, direct. « Si la proposition tient toujours, je suis prête à en discuter sérieusement. » Il répondit moins d'1 heure plus tard. « Venez demain matin à 10 heures. Nous établirons tout clairement. » Le lendemain, elle prit un taxi. Un luxe qu'elle n'aurait pas pu s'offrir normalement. Mais il lui avait fait livrer une enveloppe contenant des espèces, prétextant un remboursement pour la dernière commande. Elle avait hésité à l'utiliser, mais finalement, elle en avait besoin. À 10 heures précises, elle était de nouveau devant la grande maison des Monts d'Or. Le même portail s'ouvrit silencieusement. La même allée bordée de haies s'étendait devant elle. Cette fois, ce ne fut pas Vincent qui ouvrit la porte, mais une femme d'une 40aine d'années, habillée sobrement, les cheveux attachés en chignon. « Bonjour, vous devez être Claire. Je suis Sophie, l'assistante de monsieur Delaunay. Enfin, son ancienne assistante. Il m'a demandé de vous accueillir. » Claire entra, un peu surprise. L'intérieur de la maison n'avait pas changé. Même lumière douce, même tableau, même atmosphère feutrée. Sophie la guida vers une pièce à l'étage transformée en bureau. Une grande table recouverte de dossiers, d'ordinateurs portables, de carnets à noter. Vincent s'y trouvait déjà, debout près de la fenêtre, les mains dans les poches. « Merci d'être venue, Claire, » dit-il en se tournant vers elle. « Avant tout, sachez que vous êtes ici en tant que collaboratrice libre. Vous n'avez rien à me prouver. Si à un moment cela devient trop pour vous, vous pourrez partir, sans obligation. »
Il désigna une chaise en face de lui. Claire s'assit. Il reprit, posant devant elle un document. Ceci est un contrat temporaire de mission. Il garantit un salaire mensuel, une couverture de sécurité minimale et une confidentialité réciproque. En gros, vous ne parlez à personne de ce que vous voyez ici, et je m'engage à protéger votre identité et votre intégrité. Vous ne ferez rien d'illégal, je vous le garantis. Mais vous allez voir des choses troublantes. Claire parcourut le contrat. Tout semblait en ordre. Elle leva les yeux vers lui. « Et moi exactement, je dois faire quoi ?» Vincent se pencha légèrement, désignant un lot de dossiers. « Vous avez travaillé dans les services administratifs. Vous connaissez les cycles de commande, les plannings logistiques, les bons de livraison, les factures. Je veux que vous repassiez tout ça, discrètement. Que vous repériez les anomalies. J'ai des raisons de croire qu'il y a eu des détournements internes, des contrats fictifs, des chiffres gonflés pour justifier des décisions, dont votre licenciement. Elle ne s'y a pas. Vous pensez que mon renvoi faisait partie d'un plan? Je ne pense pas, j'en suis certain. » Claire se tut. Un poids invisible se déplaça en elle. Un mélange de rage sourde et de soulagement. Elle n'était donc pas folle. Il y avait bien quelque chose d'injuste, de tordu, de malhonnête derrière son éviction. Et elle tenait peut-être là une chance de le prouver. Elle signa le contrat. Les jours suivants furent intenses. Chaque matin, elle déposait ses enfants, puis prenait le bus pour rejoindre la maison de Vincent. Elle passait des heures à classer, comparer, vérifier. Les données qu'on lui remettait étaient brutes, mais elle savait comment les lire. Des commandes sans justificatif, des bons de livraison signés mais jamais envoyés, des factures identiques à une semaine d'intervalle mais avec des montants différents. Et toujours en filigrane, les mêmes noms, des cadres qu'elle reconnaissait, et, parmi eux, celui de sa supérieure directe, Madame Brisset. Chaque soir, elle rentrait exténuée mais déterminée. Elle ne disait rien à ses enfants, se contentait de sourire, de les aider pour leurs devoirs, de lire une histoire à Manon. Mais la colère en elle se densifiait, non pas explosive, mais froide et constante. Elle n'allait pas se venger, elle allait comprendre. Et ensuite, elle choisirait ce qu'il fallait faire. Vincent n'était pas toujours présent. Parfois, il disparaissait pendant des heures, enfermé dans une autre partie de la maison ou en rendez-vous à distance. Mais il prenait toujours le temps de l'écouter, de vérifier ses avancées, de répondre à ses doutes. Il ne lui imposait rien, il lui faisait confiance. C'était nouveau pour elle. Cette reconnaissance implicite, cette place qu'on lui accordait non pas par pitié, mais par estime réelle. Un matin, alors qu'elle arrivait plus tôt que d'habitude, elle le trouva dans le jardin, une tasse à la main, l'air absorbé. « Vous dormez ici tous les jours ?» lui demanda-t-elle sans réfléchir. Il se tourna vers elle, surpris, mais pas offensé. « Ces derniers temps, oui, j'évite les hôtels. Trop visibles, trop de risques. » Elle hocha la tête. « Vous avez peur ?» Il sourit tristement. « Pas pour moi, pour ce que j'ai construit, pour ceux qui m'ont fait confiance, pour les gens comme vous qui n'ont rien demandé et se retrouvent entraînés dans tout ça. » Claire le regarda longuement. Il n'était ni un héros, ni une victime. Il était un homme au cœur d'un conflit de pouvoir, d'argent, d'ambition, et quelque part, il lui offrait une opportunité inattendue d'agir, non pas par vengeance, mais par justice. Ce jour-là, elle comprit qu'elle était entrée dans une histoire bien plus grande qu'elle, mais elle décida d'y rester. Le rythme des journées devint vite un mélange de rigueur et de tension pour Claire. Chaque matin, elle enfilait son manteau, préparait les sacs des enfants, les déposait à l'école, puis filait en direction de la demeure de Vincent. Le trajet, d'abord source d'appréhension, devint une routine familière, presque rassurante. Pourtant, le calme apparent de la maison contrastait de plus en plus avec la gravité des informations qu'elle découvrait. Vincent n'avait pas exagéré. Il ne s'agissait pas seulement de documents incohérents ou d'erreurs administratives. C'était un véritable système mis en place pour détourner des fonds, manipuler des stocks, masquer des pertes et créer des postes fictifs. Plusieurs noms revenaient sans cesse dans les feuilles de calcul, dans les relevés modifiés à la main, dans les mails imprimés. Des directeurs, des chefs de service, mais surtout celui de Brisset, la même qui avait congédié Claire sans explication valable. Plus elle avançait, plus les connexions devenaient claires. Sa mise à l'écart avait été calculée, orchestrée pour l'éliminer d'une chaîne de responsabilité. Elle en avait trop vu, ou plutôt, elle aurait pu voir trop.
Un jour alors qu'elle classait un ensemble de courriels internes, extraits des serveurs par un technicien de confiance de Vincent, elle tomba sur une série d'échanges entre Brisset et un autre cadre dirigeant. Il parlait d'un nettoyage nécessaire, d'une employée trop curieuse, d'un prétexte idéal. Le ton froid, désinvolte, laissa Claire glacée. Elle s'arrêta de lire un moment, le regard vide. C'était donc bien cela. Elle n'avait pas été victime d'un malentendu, mais d'une stratégie. On l'avait volontairement éjectée pour la faire taire, pour protéger un schéma de corruption interne. Elle apporta les documents à Vincent, qui les lut avec un calme presque effrayant. Il ne montra ni colère, ni surprise. Il semblait s'y être préparé depuis longtemps. Je savais que Brisset n'était pas seul, mais je ne pensais pas qu'ils iraient jusqu'à manipuler les ressources humaines pour couvrir leur système. Et moi, je n'étais qu'un pion, dit Claire en s'asseyant. Remplaçable, jetable. Vous étiez un obstacle, pas un pion. Le mot la frappa plus que prévu, obstacle. Elle n'avait jamais envisagé qu'elle puisse être un facteur de gêne pour qui que ce soit. Elle avait toujours cru qu'elle passait inaperçue, qu'elle faisait simplement son travail. Pourtant, son honnêteté, son attention aux détails, son refus des passe-droits avaient suffi à la désigner comme une menace. Elle comprenait maintenant que c'était sa droiture silencieuse qui avait attiré les regards des malhonnêtes. Quelques jours plus tard, alors qu'elle terminait de mettre en ordre une série de dossiers de fausses commandes, Vincent l'invita à s'asseoir dans le salon. Il tenait entre les mains une chemise cartonnée noire. Il la posa devant elle. « Ce que vous avez fait ici dépasse tout ce que j'aurais pu espérer. Vous avez reconstitué une chaîne de responsabilité, mis au jour une fraude à plusieurs niveaux, et identifié les responsables avec une précision que peu d'enquêteurs internes auraient pu atteindre. » Claire resta silencieuse, ne sachant pas si elle devait se sentir fière ou effrayée. « Ce que vous tenez là, ce sont des preuves. Suffisamment pour convoquer une assemblée d'urgence, pour forcer une enquête externe, pour exiger des audits. » Elle ouvrit lentement la chemise. Chaque page représentait une pièce d'un puzzle désormais complet. Des dates, des signatures, des documents modifiés, des transferts de fonds vers des comptes tiers, tous soigneusement reliés. Elle avait aidé à monter un dossier imparable. « J'ai décidé d'agir, dit Vincent, et j'aimerais que vous soyez à mes côtés pour cela. » « Ce n'était pas ce qu'on avait convenu, répondit Claire sur la défensive. Je devais simplement aider à trier les informations. Je sais. Mais vous avez dépassé cette tâche. Vous avez pris des risques. Vous avez été plus qu'une simple assistante. Vous avez fait preuve d'intelligence, de patience, d'intégrité. Elle détourna les yeux. Je ne suis pas sûre d'être prête pour plus. Je suis une mère. J'ai une vie à reconstruire. Je ne suis pas faite pour les jeux de pouvoir. Vincent la fixa longuement. Ce n'est pas un jeu. C'est une bataille pour la vérité. Et je ne vous demande pas de devenir stratège ou directrice. Je vous propose de m'accompagner à l'Assemblée, de présenter avec moi le fruit de votre travail. Pas pour l'ego, pour la justice, pour rétablir ce qui a été brisé. Claire sentit la pression sur ses épaules augmenter. Elle repensa à ses enfants, à leur stabilité, à son avenir. Cette proposition n'était pas anodine. Elle l'exposait. Elle la plaçait au cœur d'un conflit qui dépassait de loin sa condition initiale. Mais elle sentit aussi, au fond d'elle, une certitude nouvelle, une force qu'elle n'aurait jamais soupçonnée. Elle avait été mise de côté puis rabaissée, mais elle avait prouvé sa valeur sans jamais trahir ses principes. « J'ai besoin d'y réfléchir, dit-elle finalement. Prenez votre temps, mais sachez que je crois en vous. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, Claire marcha plus lentement. Les rues de Lyon étaient calmes, les vitrines éclairées, les passants pressés. Elle regardait les gens, les immeubles, les voitures, comme si elle les voyait pour la première fois. Elle n'était plus simplement cette femme qu'on croisait sans remarquer. Elle avait contribué à déterrer une vérité. Et ce pouvoir-là, même discret, changeait tout. Elle passa devant l'ancien bâtiment de Translyon Logistique, jeta un coup d'œil vers les fenêtres allumées, vers le bureau qu'elle avait occupé, qu'on lui avait arraché. Elle ne ressentait plus de douleur en le regardant. Seulement une étrange sérénité. Elle n'était pas revenue en arrière. Elle avait avancé à sa manière. Chez elle, elle coucha les enfants, puis s'assit devant sa vieille table en bois, celle où elle préparait encore des biscuits les week-ends. Elle relut les notes de Vincent, relut les siennes, pesa les conséquences, imagina les scénarios. Et au milieu de tout cela, une pensée s'imposa. Elle n'avait jamais choisi d'être au centre de cette histoire. Mais maintenant qu'elle y était, elle allait tenir sa place, sans peur, sans excès,
simplement avec la même honnêteté qui l'avait conduite jusque-là. Claire n'avait pas dormi cette nuit-là. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond, les pensées entremêlées, comme si chaque détail des derniers jours venait réclamer son attention. Elle pensait à ses enfants, au chemin imprévu qui l'avait menée jusqu'ici, et surtout à l'ampleur de ce qu'elle avait découvert. La possibilité d'affronter ceux qui l'avaient humiliée, non pas par vengeance, mais au nom d'un principe qu'elle n'avait jamais abandonné, lui brûlait désormais l'esprit. Elle avait passé toute sa vie à faire ce qui était juste, et aujourd'hui, elle avait une chance rare de faire entendre cette droiture dans un cadre plus large, plus significatif. Ce matin-là, à son arrivée chez Vincent, elle fut accueillie non pas par Sophie, mais par Vincent lui-même, déjà prêt, habillé d'un costume sombre, l'air concentré mais calme. Il l'invita dans le bureau, où une table de réunion improvisée avait été dressée, couverte de dossiers et d'un ordinateur portable ouvert sur un tableau de suivi. « C'est aujourd'hui que nous finalisons les pièces à présenter », dit-il, en lui montrant une pile de documents. Claire s'installa sans un mot. Elle prit un stylo et commença à relire les tableaux croisés, les bons de commande suspects, les mails extraits. Chaque document la ramenait à son ancien poste, à ses habitudes d'analyse, à ce savoir qu'elle pensait n'avoir jamais vraiment utilisé à sa juste valeur. Et puis, au milieu d'un dossier, elle tomba sur un nom qui la fit s'arrêter net. « Attendez, ici. Vous avez vu ça ?» demanda-t-elle en pointant un courriel. Vincent se pencha, lut quelques lignes, puis haussa les sourcils. Brissette encore. Mais Claire montra une autre ligne, plus discrète, en bas du message. Ce nom Martin Duhamel. C'était un consultant qui venait parfois faire des audits. Je l'ai vu 2 fois, au maximum. Il semblait sympathique. Mais ce mail le met clairement en lien avec Brisset. Ils ont échangé sur des documents non officiels, et ici, regardez. Action validée, rapport modifié selon les consignes, effacement de la ligne CM à prévoir. Vincent resta silencieux. Il relut plusieurs fois la phrase, puis tapa sur son clavier, fit défiler une liste d'employés. CM, c'est vous. Claire acquiesça, le souffle court. Elle savait que c'était son identifiant informatique dans le système interne. Ils ont modifié un rapport d'audit pour justifier mon renvoi. Et ils ont laissé une trace. Ils ont effacé votre présence des registres pour couvrir la suppression de votre poste. C'est une falsification de documents à but disciplinaire. Claire se leva brusquement, fit les 100 pas dans la pièce. C'était donc ça. Il savait que je poserais des questions. J'ai failli signaler un bon de commande irrégulier 1 semaine avant ma mise à pied. Brisset m'a convoqué sans écouter, et tout s'est enchaîné. Je n'ai jamais compris pourquoi c'était si brutal. Vincent referma doucement l'ordinateur. Vous êtes tombé sur un mécanisme que vous ne deviez pas voir, et vous avez été éliminé. Elle s'arrêta, le regard lourd de colère. Et maintenant ? Maintenant, nous savons qui sont les principaux acteurs. Brisset, Duhamel et 2 autres directeurs dont les signatures reviennent sur les documents suspects. Ce que vous avez mis au jour permet de démonter leur système. Mais surtout, cela révèle qu'ils se sont servis de la structure pour régler leurs comptes, dissimuler des erreurs de gestion et manipuler les chiffres à leur avantage. Des criminels, conclut-elle. Pas officiellement. Pas encore. Mais nous avons ce qu'il faut pour les exposer devant le Conseil. Claire reprit sa place. Une détermination nouvelle animait son regard. Il faut le faire. Pas seulement pour moi. Pour toutes les personnes qu'ils ont utilisées, écrasées, évincées. Vincent approuva d'un signe de tête. Et vous en ferez partie. Votre témoignage, vos relevés, vos notes. Vous êtes au cœur de cette reconstruction. Le reste de la journée fut consacré à la mise en forme finale du dossier. Claire relut ligne par ligne les résumés, les preuves, les courriels. Elle ajouta des commentaires, proposa une chronologie précise des événements. Elle fit apparaître les corrélations entre les décisions prises et les données manipulées. Elle construisit une narration logique appuyée sur des faits incontestables. Le soir venu, Vincent lui proposa de rester dîner. Elle hésita, puis accepta. Ce n'était pas une soirée mondaine, mais un repas simple partagé entre 2 personnes qui avaient traversé, chacune à leur manière, des tempêtes humaines et professionnelles. Ils parlèrent de leurs enfants, de leurs origines, des livres qu'ils aimaient. À aucun moment, il ne chercha à se rapprocher d'elle autrement que dans une sincérité respectueuse. Il ne flattait pas. Il écoutait, avec cette attention rare qui donne de la place à l'autre sans chercher à la prendre. « Vous n'avez jamais voulu diriger l'entreprise vous-même ?» demanda Claire en servant le thé. « Non, je ne suis pas fait pour les plateaux télé, les inaugurations,
les grandes déclarations. Je voulais créer, bâtir, organiser. Mais je n'ai jamais aimé les projecteurs, et j'ai peut-être été naïf en pensant que cela me protégerait. Ils vous ont pris pour un absent, un propriétaire désintéressé. Et maintenant, ils découvrent que l'absent revient avec des comptes à régler. Claire sourit légèrement, sans ironie. Et vous arrivez avec votre auxiliaire administrative en première ligne. Pas n'importe laquelle, dit-il calmement. Celle qui a refusé de fermer les yeux. Ils terminèrent le repas dans un silence complice. Il n'y avait rien à ajouter. Tout se construirait dans les jours à venir. En quittant la maison ce soir-là, Claire n'était plus seulement une femme à la recherche d'un revenu. Elle était devenue un levier, une voix, une preuve vivante que la discrétion et l'éthique peuvent parfois déranger plus que le bruit. Elle savait que l'épreuve serait rude, que les adversaires n'allaient pas céder facilement. Mais elle n'était plus seule. Elle avait vu leur visage. Et maintenant, il verrait le sien. Le matin où Claire décida de prendre les choses en main, une pluie fine tombait sur Lyon, rendant les trottoirs glissants et les visages plus pressés. Elle marchait vite, les mains profondément enfoncées dans les poches de son manteau, l'esprit tendu par les heures de réflexion qu'elle avait vécues la nuit précédente. Elle ne voulait plus simplement être une pièce d'un dispositif élaboré par Vincent. Elle voulait agir, non pour faire acte de bravoure, mais pour rétablir quelque chose de fondamental, la vérité. Et ce que cette vérité révélait, elle seule pouvait l'extraire du système qu'elle avait autrefois servi. Arrivée dans le bureau de Vincent, elle déposa sur la table une feuille manuscrite. « J'ai une idée, dit-elle simplement. » Il la regarda, intrigué. « J'écoute. » Claire s'installa face à lui, déroulant calmement ce qu'elle avait élaboré. Un plan simple dans son apparence, mais risqué dans son exécution. Elle voulait retourner temporairement dans l'environnement qu'elle avait quitté brutalement, non pas comme employée déclarée, mais comme observatrice dissimulée. Grâce à des connexions encore existantes, à des collègues avec qui elle avait gardé un lien discret, elle pouvait glaner des informations supplémentaires, récupérer des accès inexplorés, suivre les traces de certains mouvements financiers ou d'opérations comptables encore actives. Ils ont tout construit sur des habitudes, des routines, des angles morts. Ils ne se méfient plus de ce qu'ils croient maîtriser. Et j'étais là. J'ai vu comment les choses étaient dissimulées. Je peux compléter ce que nous avons déjà. Vincent resta silencieux quelques secondes, visiblement partagé entre admiration et inquiétude. C'est dangereux. Ce que vous proposez implique de vous exposer. Vous pourriez être repéré, accusé d'intrusion, mis en cause légalement. Je le sais, mais j'ai conscience de ce que je fais. Et c'est précisément parce qu'ils ne m'attendent plus que j'ai une chance. J'entrerai discrètement. Je ne m'approcherai pas des bureaux centraux. Je passerai par la logistique, les archives, les entrepôts où les protocoles sont plus souples. Et je n'agirai pas seul. J'ai encore 2 contacts là-bas. Ils savent ce que Brisset a fait. Ils sont prêts à m'aider. Vincent soupira, appuya ses doigts sur ses tempes. Et vous leur faites confiance? Autant que je peux faire confiance à des gens qui, comme moi, n'ont rien gagné à se taire. Ils ne veulent pas être exposés, mais ils veulent que ça change. Et si ça tourne mal? Claire le regarda droit dans les yeux. Alors j'assumerai. Un silence tendu s'installa dans la pièce. Finalement, Vincent acquiesça d'un geste lent. Très bien, je vous soutiendrai. Vous ne serez pas seul. Mais chaque mouvement devra être consigné. Si jamais quelque chose se complique, je veux pouvoir intervenir. Le plan fut mis en place en 3 jours. Claire reprit contact avec Élodie, une employée des ressources humaines qu'elle connaissait bien, et avec Ahmed, un ancien technicien d'exploitation qui continuait à travailler de nuit dans l'entrepôt principal. Tous 2 acceptèrent de collaborer à condition que leur identité reste confidentielle. Ils échangèrent sur une application sécurisée, établirent des horaires de passage, des itinéraires dans le bâtiment, des points de récupération de documents. Claire retrouva même une ancienne carte d'accès, qu'Ahmed réussit à réactiver temporairement avec l'aide d'un collègue bien placé. Le soir convenu, elle enfila une tenue sombre, neutre, noua ses cheveux et glissa dans son sac une clé USB cryptée, un carnet de notes et son téléphone en mode silencieux. Elle n'avait pas peur. Elle se sentait lucide, concentrée. Elle savait que ce qu'elle faisait n'était pas un jeu. C'était une infiltration discrète dans un lieu qu'elle connaissait par cœur, mais qui avait changé de visage depuis sa dernière présence. Elle entra par une porte latérale de l'entrepôt, salua rapidement Ahmed,
qui faisait semblant de vérifier des stocks, et se glissa dans les couloirs silencieux. Elle savait où trouver ce qu'elle cherchait. Des registres imprimés, souvent négligés dans l'ère numérique, mais qui contenaient les vraies informations, celles que l'on n'osait pas effacer par crainte d'une panne du système. Dans une salle d'archives à l'arrière du bâtiment, elle découvrit plusieurs boîtes non répertoriées, posées sur une étagère métallique. Elle en ouvrit 2 puis 3 et trouva ce qu'elle cherchait. Des copies de bons de commande à double codification, avec des annotations manuscrites étranges et des tampons identiques sur des dates différentes. Elle photographia tout, recopia certains extraits, téléchargea des fichiers d'un ordinateur encore connecté à un serveur local. Elle passa 2 heures sur place. Pas un bruit ne la troubla, sinon le lointain ronronnement des chariots élévateurs. Au moment de quitter les lieux, elle croisa Élodie, venue sous prétexte d'un inventaire. Elle lui glissa un dossier épais sans un mot, que Claire glissa aussitôt dans son sac. Puis elle repartit par la même porte, le cœur battant plus fort que prévu, les doigts serrés autour des poignets de son sac. À l'extérieur, le froid mordait la peau, mais elle sentait la chaleur intérieure de l'accomplissement. Ce qu'elle avait ramené dépassait ses attentes. Une correspondance confidentielle entre Brisset et 2 fournisseurs fictifs, des rapports mensuels divergents selon les destinataires et des bons de livraison trafiqués avec des numéros qui ne correspondaient à aucun véhicule réel. Elle rentra chez elle sans un mot, monta les escaliers lentement, embrassa ses enfants endormis, puis s'enferma dans la cuisine. Là, à la lumière d'une lampe, elle étala les documents sur la table. Elle relut, vérifia, organisa, et quand elle fut certaine de tout avoir compris, elle appela Vincent. « J'ai ce qu'il nous faut, c'est fini, nous pouvons lancer l'alerte. » Sa voix ne tremblait pas. Elle n'était plus une victime. Elle n'était plus une observatrice. Elle était devenue l'élément clé d'un retournement. Ce soir-là, dans le silence de son petit appartement, elle comprit que ce qu'elle venait de faire allait changer la donne, pour elle, pour Vincent, et pour tous ceux qui, un jour, avaient été réduits au silence par les rouages d'un système aveugle. Le matin de l'Assemblée extraordinaire, l'air était lourd d'anticipation. La réunion se tiendrait dans les bureaux de la Direction générale de Translyon Logistique, un bâtiment vitré de plusieurs étages au cœur du quartier d'affaires de la Part-Dieu. Ce lieu, autrefois familier à Claire, lui semblait désormais étranger, presque hostile, comme si les couloirs avaient absorbé l'indifférence et la duplicité qui y régnaient. Mais aujourd'hui, ce bâtiment verrait se dérouler quelque chose d'inédit. Ce matin-là, Vincent Delaunay ne viendrait pas seul. Il viendrait avec des preuves, et surtout avec Claire Moreau. Le hall d'entrée était déjà animé lorsqu'ils arrivèrent. Des membres du conseil, des directeurs, quelques journalistes économiques qui flairèrent la tension dans l'air. Tout le monde savait que quelque chose de sérieux allait être discuté, mais peu savaient quoi exactement. Vincent marchait d'un pas ferme, les épaules droites, sa présence immédiatement perceptible. À ses côtés, Claire portait une mallette contenant les documents décisifs, son regard fixé, ses gestes précis. Elle n'était pas intimidée, elle était prête. Dans la salle de réunion, un long rectangle de bois massif, entouré de chaises noires, occupait le centre. Les visages déjà installés se tournèrent vers eux, étonnés de voir une ancienne employée administrative pénétrer avec une telle assurance. Madame Brisset, assise près de la présidence, échangea un regard inquiet avec l'un des directeurs. Claire vit ce regard, le reconnut, le comprit. La peur venait de changer de camp. Vincent prit la parole sans attendre que les formalités habituelles soient lancées. « Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être présents. Je convoque cette assemblée aujourd'hui non pas pour parler de stratégie commerciale, mais pour exposer une situation interne grave qui menace l'intégrité de notre société. » Il se tourna vers Claire, qui ouvrit la mallette, en sortit plusieurs dossiers numérotés, qu'elle distribua méthodiquement aux membres autour de la table. Les visages se tendaient à mesure que les documents étaient feuilletés. Brisset serra les lèvres. L'un des membres demanda « De quoi s'agit-il précisément, monsieur Delaunay ?» Il s'agit d'un réseau de fraude comptable et logistique mis en place par certains cadres de cette entreprise. Des contrats fictifs, des fournisseurs créés de toutes pièces, des bons de livraison falsifiés, des rapports internes manipulés. Et tout cela a été couvert par un usage malveillant du pouvoir hiérarchique qui a permis l'éviction de personnels honnêtes, devenus gênants. Un murmure se répandit. Claire, droite, continua à distribuer les documents annexes. Elle se tenait à côté de Vincent, mais c'était elle qui possédait la chronologie exacte des faits.
L'un des directeurs consulta un document, fronça les sourcils puis se tourna vers Brisset. « Ce bon de commande porte votre signature. Il date d'une semaine après le licenciement de Claire Moreau. » Brisset répondit immédiatement sur un ton sec. « C'est un faux. Je n'ai jamais signé ce document. » Vincent resta impassible. « Il a été signé sur votre poste, avec votre code. Nous avons les enregistrements du système, extraits avec autorisation. Et voici les mails échangés entre vous et un certain Martin Duhamel, consultant, où vous convenez de la modification de plusieurs rapports, dont l'un visait à supprimer toute trace d'une employée jugée trop curieuse. » Il désigna Claire. La tension devint presque palpable. Brisset pâlit. L'un des membres du comité juridique, présent à titre consultatif, demanda une suspension de séance pour examiner certains documents. Claire profita du court moment de pause pour s'asseoir un instant. Elle n'avait pas dit un mot jusqu'ici, mais elle avait vu ce qu'elle était venue voir. Les regards se détournaient de Brisset, les têtes se penchaient sur des feuilles imprimées, les doutes s'installaient. Ce n'était plus elle, Claire, qui devait justifier sa conduite. C'étaient ceux qui l'avaient accusée. Lorsque la séance reprit, le président du conseil prit la parole avec gravité. « Il nous faut être clairs. Les documents présentés ici sont accablants. Nous allons mandater un audit externe immédiat et en parallèle signaler les éléments les plus graves à la cellule judiciaire compétente. Les personnes impliquées seront mises à pied à titre conservatoire. » Brisset se leva, indigné. « Vous ne pouvez pas me traiter comme une criminelle sur la base de documents produits en dehors des procédures internes. » Le président lui répondit calmement. « Ce sont précisément les procédures internes qui ont été contournées. Nous avons là des éléments trop graves pour être ignorés. » Elle quitta la salle, furieuse, suivie par deux autres membres du comité visiblement mis en cause. Le silence s'installa après leur départ. Vincent remercia les membres présents pour leur attention, puis se tourna vers Claire. « J'aimerais que chacun sache ici que c'est grâce à Madame Claire Moreau que cette vérité a été révélée. Son intégrité, son travail et son courage ont permis de restaurer un semblant de justice dans cette entreprise. » Les regards se tournèrent vers elle, certains admiratifs, d'autres simplement troublés. Claire ne sourit pas. Elle hocha la tête, consciente que ce moment n'effaçait rien de ce qu'elle avait vécu, mais qu'il en redéfinissait le sens. Ils quittèrent la salle sans se presser. À l'extérieur, la lumière de la fin de matinée traversait les vitres du bâtiment. Vincent l'arrêta avant qu'elle ne parte. « Vous savez que je peux vous offrir un poste à la hauteur de tout cela. Ce que vous avez fait ici dépasse ce qu'on attendrait de la plupart des cadres de haut niveau. » Elle le regarda longuement. Il y avait de la gratitude, mais aussi une réflexion plus profonde en elle. « Merci, mais ce que je veux maintenant, c'est autre chose. Pas un bureau, pas un titre. Juste une vie stable, honnête, et la liberté de choisir ce que je fais de mes compétences. » Vincent hocha la tête. « Alors permettez-moi au moins de vous aider à construire cette nouvelle étape. » Claire accepta, pas comme une faveur, comme une promesse de transformation. Ce jour-là, elle ne récupéra pas seulement sa dignité. Elle affirma sa place dans un monde qui, jusqu'alors, ne lui avait laissé que les marges. Le lendemain de l'Assemblée, le soleil perça timidement entre les nuages hivernaux de Lyon comme une promesse d'espoir après des mois d'ombre. Dans le cœur de Claire Moreau ce matin-là, une clarté nouvelle s'était imposée. Elle n'était plus simplement l'ancienne employée injustement congédiée, ni l'informatrice discrète dans l'ombre des fraudes. Elle redevenait, pour la première fois depuis longtemps, une femme maîtresse de son destin. Avant d'accepter un nouveau rôle ou un nouveau poste, elle sentit qu'il lui fallait redéfinir ce qu'elle attendait vraiment de sa vie. Rendre son existence à ses enfants, leur offrir une stabilité et le plus important, apporter un sens à chaque heure travaillée, sans renier son intégrité. Assise à la table de la cuisine, une enveloppe à la main, celle que Vincent lui avait remise, contenant une compensation pour ses efforts et une aide financière provisoire. Claire la contempla longuement. Ce geste était généreux, sincère, mais il représentait surtout une marge de manœuvre, une liberté qu'elle n'avait pas eue depuis longtemps. Elle pensa aux factures impayées, aux loyers en retard, aux sacs de courses vides, aux manteaux usés de Léo et Manon. Mais surtout, elle pensa à leur sourire, à leur confiance, à leurs rêves d'enfants, simples et francs. Elle savait ce qu'elle devait faire, pas pour la vengeance, pas pour le pouvoir, mais pour la dignité. Ce jour-là, elle écrivit une lettre de démission, non pas à un employeur, elle n'en avait plus,
mais à l'idée même de se relancer dans un système qu'il avait rejeté sans remords. Elle garderait le soutien de Vincent, non comme un patron, mais comme un bienfaiteur qui croyait en elle. Elle prit une décision, ouvrir sa propre pâtisserie. Une boutique modeste, pas luxueuse, avec des gâteaux simples, des recettes familiales, cette chaleur et cette douceur qui manquaient à tant de vie. Pour ses enfants, pour elle-même, pour tous ceux qui, dans l'ombre des grands buildings, rêvaient d'un morceau de bonheur accessible. La première étape fut de trouver un local. Elle flâna dans les rues de quartiers populaires, observant les vitrines vides, les ruelles fatiguées, les murs décrépits. Elle cherchait un endroit discret, modeste, mais accueillant. Un lieu où la simplicité ne serait pas un défaut, mais une force. Après plusieurs visites, elle trouva un petit rez-de-chaussée dans un quartier modeste de Lyon, avec une vitrine étroite, mais des murs droits, une cloison pour une arrière-boutique et un prix de loyer raisonnable. Le bail signé, elle se mit à aménager l'intérieur. Une étagère pour les biscuits, un petit four électrique, une vitrine vitrée, une caisse rustique, une poignée de chaises pour les clients qui voudraient s'asseoir quelques minutes. Elle nettoya les surfaces, repeignit les murs en crémeux doux, posa des rideaux légers, apporta des dessins d'enfants offerts par Léo et Manon pour décorer l'espace. La boutique prit forme lentement, avec ses imperfections charmantes, ses angles droits imparfaits, sa lumière douce. C'était loin des grands salons de thé chic, mais c'était à elle. C'était son rêve façonné en réalité. Pendant ce temps, les rumeurs sur l'affaire dans l'entreprise circulaient discrètement. Le journal local économique annonça l'ouverture d'un audit externe. Des commissaires aux comptes furent mandatés, certains cadres furent suspendus, d'autres fidèles prirent peur. Mais pour Claire, cette affaire devenait un épilogue lointain, un chapitre clos. Elle ne cherchait pas la reconnaissance publique, ni les applaudissements. Elle cherchait seulement un espace de paix, un toit stable, un avenir honnête. Sa pâtisserie ne porterait pas son nom complet. Elle l'appela simplement Douceur de Claire. Un mot de reconnaissance, un ancrage, un nouveau commencement. L'ouverture fut modeste. Le matin du premier jour, elle alluma la vieille lampe accrochée au-dessus de la vitrine, ouvrit la porte avec une petite sonnette, sortit les plateaux de madeleine, sablés, petits gâteaux au citron, financiers au sarrasin, ces recettes que ses enfants adoraient, celles que leur rire avait inspirées. Elle attendit. Quelques passants s'arrêtèrent, intrigués par l'odeur de chocolat chaud et de sucre fondu. Une mère de famille, poussée par la curiosité, acheta un sachet de biscuits pour ses enfants. Un étudiant, attiré par un croissant maison, demanda un café. Peu à peu, la petite boutique prit vie. Les visages se détendirent, un sourire ici, un bonjour poli là. Certains revinrent le lendemain, puis le jour d'après. La confiance se tissait, discrète mais réelle. La chaleur d'un four allumé le matin, l'odeur de la pâte, le service aimable. Tout cela faisait partie d'un nouveau pacte, offrir honnêteté, douceur, constance. Mais ouvrir une boutique n'effaçait pas les doutes. Les factures de fourniture, le loyer, les charges, les impôts, les aléas étaient lourds. Chaque mois, elle tremblait en découvrant le montant. Elle se réveillait parfois la nuit, le cœur serré, se demandant si elle serait capable de tenir. Elle croyait encore au rêve, mais le rêve semblait parfois fragile. C'est dans ces moments d'angoisse qu'elle repensait à l'aide de Vincent, à l'enveloppe, aux mots échangés, non comme des promesses, mais comme des soutiens. Elle se disait qu'elle avait le droit d'accepter ce coup de pouce, non comme un prêt, mais comme un tremplin. Et elle l'accepta. Elle investit une partie de l'aide pour acheter un four meilleur, des moules neufs, un ancien comptoir rénové. Elle engagea de façon informelle une aide de confiance, une voisine prête à l'épauler quelques heures par semaine pour surveiller la boutique, aider les enfants quand il y avait des livraisons ou des heures de pointe. Ce n'était pas un contrat formel, mais un réseau de solidarité. Elle reconstruisait non pas seule, mais avec des alliés. Les mois passèrent. Douceur de Claire s'installa dans le quartier. Les gâteaux devinrent connus. L'odeur attira des habitués, des familles, des voisins. Les enfants y venaient après l'école, leur sac à dos rejeté dans un coin, le visage illuminé devant un cupcake ou une madeleine tiède. Claire les regardait, les yeux pleins de reconnaissance silencieuse. Elle voyait grandir quelque chose de fragile, mais vrai, un lieu de vie, d'échange, de chaleur, un refuge loin des ambitions, des trahisons, des calculs froids.
un espace où le travail avait un sens, non pour gonfler des bénéfices, mais pour donner un peu de douceur au jour. Elle ne cherchait plus le pouvoir, l'argent facile, l'ascension sociale. Elle cherchait l'équilibre, la dignité retrouvée, la paix. Un soir, après avoir fermé la boutique, elle resta un moment seule dans la salle vide. La lumière douce, le four encore chaud, l'odeur sucrée flottant dans l'air. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé. La tempête, ce soir-là, l'hôpital, la perte d'emploi, la souffrance, la peur, les doutes. Elle pensa à l'homme inconnu, à l'enveloppe blanche avec le simple mot « merci » signé V, à la découverte de la trahison, à la douleur de l'injustice, à la honte qu'on avait voulu lui imposer. Et maintenant, elle regardait autour d'elle, des tables, une vitrine, des gâteaux, le silence confortable de la nuit. Elle se dit que ce n'était pas un luxe. C'était une victoire silencieuse, faite de farine, de sucre et de courage. Elle avait choisi la vie. Elle avait choisi la vérité. Elle avait choisi la douceur. Et rien de spectaculaire, rien de dramatique. Juste un nouveau départ, juste un quotidien reconstruit. Elle sourit, presque avec tendresse. Elle ne savait pas ce que demain apporterait. Peut-être des jours difficiles, des imprévus, des factures imprévues, des clients absents, peut-être des doutes, des peurs, des nuits sans sommeil. Mais elle savait une chose, elle n'avait pas peur de se lever le matin, de préparer des gâteaux, d'offrir un sourire. Elle n'avait pas peur de construire, parce qu'au fond elle avait compris que la vraie richesse ne se mesurait pas en chiffres, en comptes, en bénéfices. Elle se mesurait dans la dignité retrouvée, dans l'amour des siens, dans la paix d'un foyer, dans la chaleur d'un four allumé et l'arôme du sucre fondu dans l'air. Et c'était suffisant. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis que Claire avait posé la première boîte de sablé dans la vitrine de sa boutique. Le printemps avait remplacé les pluies froides de l'hiver, et avec lui, la lumière douce des fins d'après-midi baignait les rues de son quartier. Douceur de Claire n'était plus une simple boulangerie de fortune, née d'un désespoir transformé en espoir timide. Elle était devenue un lieu de passage, de retrouvailles, de petites habitudes. Les enfants y entraient en courant après l'école. Les mères y trouvaient un moment de répit entre deux courses. Les travailleurs du quartier y prenaient leur café du matin, souvent accompagnés d'un sourire et d'un gâteau à peine tiède. À l'intérieur de la boutique, rien n'était luxueux. Les murs étaient encore marqués par l'humidité de l'hiver, la peinture s'écaillait par endroits, et le comptoir en bois avait gardé ses rayures profondes. Mais tout respirait la sincérité. Une odeur constante de beurre fondu, de vanille et de cannelle accueillait les clients dès l'ouverture. Il y avait des photos d'enfants sur le mur derrière la caisse, dessins offerts par Léo et Manon, phrases maladroitement calligraphiées, sourires capturés dans le vif de la vie. Claire se tenait là, chaque jour, le tablier noué à la taille, les mains parfois couvertes de farine, souvent occupée, mais toujours attentive. Elle ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais elle payait ses factures. Elle ne partait pas en vacances, mais ses enfants mangeaient de mieux, riaient plus, posèrent des questions. Elle n'avait pas d'horaire fixe, mais elle ne répondait plus à des ordres absurdes. Elle ne s'attendait pas à la richesse, seulement à la stabilité. Et cette stabilité, elle l'avait construite seule, avec son courage, sa dignité, sa persévérance. Un matin, elle reçut la visite d'un journaliste local. Il avait entendu parler de son histoire par l'une des clientes fidèles. Il voulait écrire un article sur les femmes qui s'étaient réinventées après une rupture professionnelle. Claire hésita, ne voulant ni gloire, ni publicité. Mais le ton du jeune homme, respectueux, sincère, la convainquit. Elle lui parla de ses enfants, de ses recettes, de ses débuts sans moyens, de sa peur constante de tout perdre à nouveau. Elle ne parla pas de Vincent, ni de l'entreprise, ni des documents qu'elle avait révélés. Elle ne voulait pas que sa réussite repose sur une revanche. Elle voulait qu'on comprenne que sa vie, à présent, ne devait rien à la colère, tout à la volonté. L'article parut une semaine plus tard. Le titre était simple. « Faire le bon choix, malgré tout ». Le texte ne mentionnait aucun nom de société, aucun chiffre, aucun détail compromettant. Mais au milieu de la page, une phrase en caractères gras retenait l'attention. « Faire ce qui est juste vaut toujours la peine ». Cette citation, extraite d'une conversation informelle entre elle et le journaliste, résumait son parcours mieux que tout discours. Quelques jours après la publication, Claire reçut plus de clients qu'à l'accoutumée. Certains venaient de plus loin, intrigués par l'histoire. D'autres, plus discrets, s'arrêtaient simplement pour la remercier. Une femme, âgée, posa une main sur la sienne en payant une brioche et murmura «
Merci d'avoir montré qu'on peut recommencer. Claire sourit, avec retenue. Elle ne se voyait pas comme un exemple, juste comme quelqu'un qui avait refusé de se laisser effacer. Dans l'arrière-boutique, près de l'étagère où elle rangeait ses carnets de commandes, une petite vitre encadrait un objet discret. Une lettre, celle que Vincent lui avait laissée des mois plus tôt. Le billet manuscrit sur papier épais, signé simplement « V ». Elle l'avait fait encadrer non par nostalgie, mais comme un rappel de ce tournant. Non pas du soir où elle l'avait secouru, mais du moment où elle avait choisi d'agir, de dire oui à la vérité, de dire non à l'effacement. Elle avait revu Vincent à 2 reprises, brièvement. Une fois, il était passé en fin de journée, avait acheté quelques gâteaux, avait discuté avec elle quelques minutes. Il n'avait pas parlé d'affaires ni de passé. Il lui avait demandé des nouvelles des enfants, s'était réjoui du succès de la boutique, avait complimenté la décoration. Avant de partir, il avait dit « Je savais que vous transformeriez cette page en chapitre ». Elle n'avait pas su quoi répondre, mais son regard avait suffi. La deuxième fois, il lui avait envoyé une carte à Noël, une carte sobre, sans signature ostentatoire, juste un mot. Pour les voix qu'on n'entend pas assez mais qui changent tout. Elle l'avait glissé dans un tiroir, avec d'autres petits souvenirs discrets de cette période. Elle n'avait pas cherché à le recontacter. Elle ne ressentait ni dette ni attente. Elle savait que leur chemin s'était croisé au bon moment. Et maintenant, chacun suivait le sien. Un soir de printemps, alors que le soleil se couchait lentement derrière les immeubles du quartier, Claire ferma la boutique. Elle rangea les plateaux, nettoya les tables, vérifia les stocks pour le lendemain. Léo faisait ses devoirs dans un coin de la boutique. Manon lisait un livre sur un coussin au sol. Le calme était apaisant. Elle regarda ses enfants, se dit qu'ils avaient grandi sans bruit avec elle dans ce monde qu'elle avait recréé pour eux, un monde imparfait, mais vrai. Avant d'éteindre les lumières, elle resta quelques instants dans le silence. Elle repensa à tout ce qu'elle avait enduré, perdu, combattu, à ce qu'elle avait choisi de ne pas devenir, à ce qu'elle avait décidé d'être, une femme libre, debout, juste, une mère qui n'avait jamais cessé d'avancer, même en boitant. Une travailleuse qui avait refusé la compromission, une voix qui un jour s'était élevée pour dire « Je ne suis pas invisible ». Puis elle éteignit la lumière, sortit avec ses enfants, ferma la porte derrière elle. Le ciel était d'un bleu profond, la nuit s'annonçait douce. Claire marcha avec eux dans la rue tranquille, les mains dans les poches, le pas sûr. Elle n'avait pas gagné à la manière des puissants, mais elle avait triomphé à sa manière. Elle n'avait pas conquis le monde, mais elle avait reconquis sa vie. Et c'était tout ce qu'elle voulait.